OK. Donc, pour commencer, vous devez, la question vous demandez de nommer les trois principales macromolécules de la cellule. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les nommer? Oui, allez-y. C'est David, je pense. Ou- C'est Félix, mais c'est pas Oh, grave. OK, je suis désolée. Mais OK. c'est dans le fond les polysaccharides, les acides nucléiques puis les protéines. Oui, c'est ça. Protéines, OK. Donc, dans le fond, il y a plusieurs qui ont remarqué que dans le gabarit, ça demandait quatre molécules et dans les questions sur Studium, ça disait juste trois. Mais dans le fond, les lipides ne sont pas considérés comme des macromolécules en tant que telles, euh, même s'ils sont fabriqués par l'assemblage d'autres molécules, parce que leurs polymères ne sont pas de la même taille, de la même grandeur de taille que les autres macromolécules. Donc, euh, dans ce sens-là, ils ne sont pas considérés des macromolécules. Euh, Par contre, ils vont quand même s'assembler pour former des structures beaucoup plus grosses, comme par exemple les membranes plasmiques ou des vésicules intracellulaires. Et donc, ils peuvent être considérés des macromolécules dans ce sens-là. Donc, il y a comme une ambiguïté reliée aux lipides. Mais c'est vraiment des molécules, qui, ceux qui forment les membranes et tout, c'est des molécules qui sont retenues avec des liens faibles et des liens hydrophobes, donc qui maintiennent ensemble, par exemple, la double couche lipidique. Donc, ce n'est pas à proprement parler une macromolécule, mais ça, c'est utilisé dans la fabrication des macrostructures. Euh, Donc, dans le fond, ouais, donc c'est pas mal ça. Donc, on va aller quand même de façon un peu résumée. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le rôle des liens non covalents dans les macromolécules? Ah, OK. Attends, il y a des questions dans le chat. Oui, il y aura un module 5 qui va être déposé dès que on finit la séance ici. OK, là, OK. Je pense, David, vous avez levé votre main? Ouais, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, il y a les liens Van der Waals qui sont Oui, dans toutes les macromolécules. oui, Il y a les liens hydrophobes il y a les liens ioniques qui facilitent les liaisons enzymes-protéines, enfin, entre les enzymes avec les protéines. Et puis, il y a les ponts hydrogènes oui, qui sont des liens non covalents aussi et qui sont des molécules 2 et qui sont responsables aussi des liaisons entre les paires de bases dans la molécule d'ADN et ARN. oui, oui. Et il y a quelqu'un dans le chat qui a marqué reconnaissance des molécules environnantes. Donc, j'imagine que vous faites référence plus au rôle des liens. Donc, oui, ils sont utiles dans la reconnaissance des substrats, des enzymes. Et bien sûr, c'est aussi des liens qui vont dicter la conformation de de la macromolécule. Donc, c'est important pour les structures euh, des protéines, par exemple. Donc, oui, ça ne disparaît pas. Okay. Bon. OK. OK. Donc, quelle est la composition des triglycérides?
Oui, Anan ou Marzuki? Oui, c'est composé d'un atome de glycérol qui forme un lien ester avec 3 chaînes d'acides gras. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est une molécule de glycérol qui est Oh, composée pardon. de plusieurs atomes. Mais oui, donc, plus 3 acides gras, un lien ester. Via le lien ester, c'est via le groupement carboxyle. Et qu'est-ce qui permet à la membrane plasmique de conserver son intégrité? Oui, David? Ou, Ben, dans le fond, c'est ok. la force hydrophobe qui permet aux lipides de s'assembler ensemble, puis les interactions van der Waals entre leurs longues chaînes hydrophobes permettent de coller ensemble puis d'être imperméables à certaines molécules. Oui, c'est ça. Donc, les membranes plasmiques sont composées de phospholipides euh, qui ont des queues hydrophobes et une tête hydrophile. Donc, leur orientation de les queues vers l'intérieur, mais les queues des acides gras des phospholipides vers l'intérieur forment la bicouche de la membrane plasmique et l'environnement à queue, ça maintient les queues hydrophobes à l'intérieur aussi. Et la membrane est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle est perméable pour certains substrats et d'autres auront besoin des transporteurs. Donc, il y a le rôle du cholestérol là-dedans qui permet de rendre la membrane plus stable en fonction des changements de température. OK. OK. Donc, nommez et décrivez les liaisons chimiques qu'on trouve dans une molécule d'ADN. Donc, le type de lien et à quoi il sert, entre autres. Oui, Dino, Bonjour, vous m'entendez? salut? Oui, on vous entend. D'accord. Il y a les types de liaisons covalentes qui relient les bases complémentaires pour relier du coup la double hélice de Ouais, l'ADN et maintenir la stabilité de l'ADN. oui, c'est ça. Donc, ce lien en particulier, il y a un nom particulier chez l'ADN. Est-ce que vous avez une idée? Non. Eh bien, c'est pas grave. David? Vous parlez du lien phosphodiester, c'est sûr? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres liens au niveau de... Oui, Anna? Il y a les liaisons hydrogènes qui relient les 2 chaînes ensemble et qui permettent de conserver la structure en double hélice. Oui, c'est ça, relier les bases ensemble. Et dans tout ça, il y a les forces de Van der Waals. Félix? Il y a le lien glycosidique qui relie le sucre à la base azotée. Oui, c'est ça, lien glycosidique. Bon, je ne peux plus le déplacer. OK. Je pense que c'est pas mal ça. Il y a des forces hydrophobes entre les bases azotées et dans l'ARN, en fait, ça n'a pas rapport avec l'ADN, mais dans l'ARN, l'extrémité 5' va avoir 3 phosphates qui sont des liens à haute énergie. Et il y a aussi des interactions ioniques qui sont des liaisons faibles et qui existent entre les phosphates chargés négativement de l'ADN et des protéines qui peuvent se trouver dans l'environnement ou des ions. OK. Donc, nommez et décrivez les liaisons chimiques possibles entre une molécule d'ADN et une protéine et à quel endroit sur l'ADN ces liaisons se font.
Dino, est-ce que vous avez toujours la main levée depuis tantôt ou vous voulez répondre à cette question? Non, OK. OK, Félix? Ils peuvent se faire avec les bases azotées. Dans le fond, chaque base azotée a des séquences donneuses puis des séquences receveuses de points d'hydrogène. Puis dans le fond, l'utilité, c'est de pouvoir reconnaître la séquence pour la protéine. Mais ça peut aussi faire des liens, par exemple, avec le groupement chargé phosphate du squelette, qui est une interaction moins spécifique, mais qui permet, par exemple, l'empaquetage de l'ADN. Oui, c'est ça. Donc, entre les bases azotées et le squelette, et aussi au niveau du squelette sucre phosphate. Donc, ça peut se faire, par exemple, mais en fait, ça peut se retrouver au niveau de l'ADN et les histones, donc pour former le nucléosome, et aussi d'autres enzymes ou des protéines qui sont responsables pour la réplication, la réparation et la transcription. Donc, toutes les enzymes, dans le fond, qui utilisent ou modifient l'ADN. Et d'autres types de protéines qui peuvent interagir sont, par exemple, des facteurs de transcription qui peuvent s'insérer dans les hélices. Donc, habituellement, ça va s'insérer au niveau du sillon majeur. Donc, ça va former des liens hydrogènes, comme vous l'avez mentionné, avec les accepteurs et les donneurs d'hydrogène. Okay. Ouais, donc, ça faisait référence à cette diapo. OK, donc, il y a une question dans le chat. OK, non, c'est pas une question. OK. Donc, ça, c'est juste une question pour susciter votre réflexion. Ça va pas se retrouver à l'examen. En fait, ça demande lequel de ces éléments est le plus abondant dans la cellule. OK, je vais fermer le vote dans 5 secondes. OK, donc la majorité ont dit le carbone. Et c'est vrai que le carbone est l'élément le plus abondant à l'intérieur des molécules organiques. Mais si on tient compte de l'eau, ça serait l'oxygène qui est le plus abondant. Voilà. OK, donc la prochaine question, c'était un acide nucléique monocaténaire a tendance à se plier, à adopter différentes structures secondaires. Comment est-ce que c'est possible et à quoi ça peut servir et est-ce que ça représente un problème? Vous avez tous répondu aux activités, donc ça devrait... tout le monde devrait être capable de répondre. OK, Félix. Dans le fond, c'est par appariement de base, mais au lieu d'être sur deux brins différents, c'est dans le même brin. Puis les séquences sont comme identiques, mais comme le brin est inversé, ils sont complémentaires. Ça peut, dans le fond, ça peut être utile, par exemple, pour avoir des structures secondaires, par exemple l'ARNT qui peut reconnaître l'anticodon avec la boucle hairpin, ou l'ARNM qui peut prendre une formation hairpin pour favoriser l'intégration d'une sélénocytine à la place du codon stop. Puis je pense que ça peut poser des problèmes, par exemple, entre s'il y a une hybridation entre de l'ADN puis de l'ARN,
ça peut, puis ça fait des boucles, ça peut causer certaines maladies. Oui, Anna? Puis dans le fond, c'est possible parce que comme c'est monocaténaire, les bases peuvent pivoter plus librement par rapport à bicaténaire si c'est lié à une autre chaîne. Oui, c'est ça. Rosemary? Également, je pense que ça peut représenter un problème, notamment lors de la traduction, parce que si la traduction est mal faite, ça va mener à une protéine différente ou non fonctionnelle. Oui, c'est ça au niveau de la traduction. Donc, en fait, vous touchez à un aspect qui est important dans le sens que s'il y a complémentarité entre les bases, ils vont s'apparaître comme a dit vos collègues. Et ça peut être utile pour certaines fonctions catalytiques de l'ARN, dont l'ARN de transfert ou les RNAs P. Mais s'il y a de la complémentarité, ça peut aussi empêcher la réplication au niveau de l'ADN. Par exemple, si la structure secondaire se retrouve dans le promoteur, ça pourrait empêcher soit l'initiation de la réplication ou si ça se retrouve ailleurs, ça peut empêcher sa progression aussi. Donc, ça peut dans le fond séquestrer la séquence initiatrice aussi de la traduction. Donc, ça peut causer des problèmes au niveau de la protéine, comme Félix l'a mentionné. Donc, c'est pas mal ça. La prochaine question, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir 2 liens hydrogène au lieu de 3 entre le C et le G? Oui, David? Moi, je pense que c'est pas, enfin, ce que j'ai répondu, je pense que c'est pas possible d'avoir 2 liens au lieu de 3 entre C et G parce qu'il y a les molécules, tout simplement, il n'y a pas assez de. Enfin, je trouve que c'est pas possible d'avoir. Enfin, c'est obligé qu'il n'y ait que 3 liens hydrogène. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Et, Oui, est-ce que... Ah, oui, allez-y. Voulez-vous ajouter quelque chose? enfin, il y avait le reste de la question, est-ce que je réponds? Oui, vous pouvez. Ah oui, ben, est-ce que c'est possible de faire des bases autres que ATCG? C'est possible qu'il y ait des mésappariements, mais ça se produit accidentellement la réplication et du coup c'est corrigé par les méthodes de réparation qu'on a vues au dernier cours, comme enfin, l'excision de base par exemple. Oui, OK. Il y a Boussetta. Désolée, je sais jamais lequel c'est Ouais, le non. prénom. Mon prénom, c'est Montef. C'est quoi? Montef. Montse. OK, merci. Ouais. Moi, je pense que c'est possible. Dans le cas où l'appariement n'est pas Watson-Crick, par exemple, si la base est inversée, on peut faire 2 liens hydrogène au lieu de 3. Et comme il a dit mon collègue, il est aussi possible de faire des bases autres que CIG. OK, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il existe des appariements, des couplages non Watson-Crick ou ce qu'on appelle les paires de base Hookston, mais c'est plutôt rare. Donc, en fait, il utilise des sites un peu atypiques pour les liens hydrogènes, même lorsqu'ils forment des paires autres que AT et CG. Oui, c'est ça. Il y a Catherine qui dit dans le chat que l'ARN peut faire des liens entre GU et aussi AU, car il y a plus de flexibilité. Ouais, c'est pas mal ça. Et aussi, il peut y avoir des liens hydrogènes qui peuvent se faire de façon différente, mais pas nécessairement des paires. Donc, des liens hydrogènes entre un A et U, donc qui fait un triplé UAU. Et donc, ce n'est pas la configuration traditionnelle, mais ça existe. Ouais, donc c'est ça que je voulais dire. Donc,
Donc, ici, pour les questions des exercices. OK. Donc, ici, vous avez deux polymères différents et vous devez identifier le type de polymère et le monomère qui le compose. Désolé, madame. Oui, J'aurais une question à vous poser. L'affaire, c'est que je viens de me connecter sur mon Studium et j'ai vu que hier, j'ai essayé de faire une remise préliminaire, mais je sais pas pourquoi mon Wi-Fi a bug et ça n'a pas remis les exercices. Est-ce que je peux les remettre maintenant? Ben, je peux vous les remettre par Zoom avant que vous corrigiez, s'il vous plaît. oui, vous pouvez les remettre maintenant. Envoyez-le-moi par Teams, s'il vous plaît, parce que Ok, c'est bon, euh, pas de problème. comme ça, Désolé. je les perds pas, je perds pas vos courriels parce que mon Teams est entièrement dédié à ce cours. Donc, Ok, je vous l'enverrai. Merci beaucoup. de rien. OK. Donc, est-ce que vous pouvez vous essayer, même si vous n'avez pas fait l'exercice, là, c'est pas grave si vous vous trompez. Euh, c'est quoi la... OK, il y a Lisa qui demande dans le chat, est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux liens hydrogène au lieu de trois anti-CJ? En fait, cette question-là était plus pour vous faire réfléchir, mais oui, c'est possible, mais c'est vraiment peu probable. Donc, j'ai accepté les deux réponses, là. C'est la façon que vous le justifiez qui, euh, qui était notée. Oui, bonjour. C'est à propos de cette question. Est-ce que si je réponds oui, est-ce que c'est correct si on dit que c'est dans le cas d'un ARN parce que la flexibilité du brin est plus grande dans ce cas-là? Oui, oui. Oui, ok, c'est bon. Ouais. Il y avait, je pense, Catherine qui avait mentionné ça dans le chat à propos Oh, de l'ARN. Oui, c'est bon, merci. de rien. Donc, oui, donc là, vous avez deux figures de polymères. On peut commencer avec le A. Donc, c'est simplement, oui, Nicolas. Donc, de ce que j'ai compris, le A, c'est l'acide désoxyribonucléique Oui, et c'est formé de nucléotides. oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'identifier les trois nucléotides? Oui, Ouais. Delphine? Ah, désolé. Oui, donc le premier en partant du triphosphate, ça Oui, serait la guanine, pardon, l'adénine. oui, Ensuite, il y a la guanine, oui, puis finalement la thymine. oui, c'est ça. Oui, donc on pouvait identifier l'ADN parce il y a seulement un OH en 3' et pas de OH en 2' et les bases, mais vous avez vos schémas et on peut identifier facilement l'adénine et la guanine lorsqu'il y a un double cycle. Par la suite, le B. Ben, moi, j'avais mis un polypeptide parce que je voulais pas dire protéine parce que c'est quand même court, mais on voit qu'il y a des acides aminés. C'est une chaîne polypeptidique. Oui, OK. La prochaine fois, s'il vous plaît, levez votre main parce que j'essaie d'aller en ordre des Ah, gens oups, je pensais, qui lèvent ok, leur main. ouais, je pensais que j'avais levé ma main, ça l'a pas. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a identifié les acides aminés? Oui, moi, ça. Je pense que les deux premiers, c'est des méthionines. Oui. Le troisième, c'est, je pense, une arginine. Oui. Et le cycle, c'est une phénylalanine. Oui, c'est ça. OK, donc ça, c'était assez simple. OK. Par la suite, donc, quel type de lien est principalement responsable pour ces types d'interactions, donc entre un anticorps et un antigène? Oui, David? Alors moi j'ai mis Van der Waals. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je pense que c'était les principales entre l'antigène et l'anticorps. Oui, en fait, les liens de Van der Waals sont
c'est des liaisons faibles. Donc, oui, il y en a plusieurs, mais c'est rarement les liens principaux, étant donné qu'ils sont les liens les plus faibles. Mais oui, ils sont présents. Oui, Rabat? Ou Achab? Ouais, j'étais mute. Ok. Aussi, j'avais marqué Van der Waals en me basant sur les notes de cours, Oui. mais ouais, si c'est des liaisons faibles, une hypothèse que je pourrais émettre, ce serait peut-être des liaisons ioniques ou des liaisons H. Oui, des lignes hydrogène. Ouais. Donc, et bien sûr, ils peuvent avoir des liens covalents aussi lorsqu'il s'agit d'un anticorps et son antigène, parce que c'est quand même une interaction forte. OK. Le maintien ensemble des deux chaînes du molécule d'ADN à double prime. Hanan? Oui, j'ai dit les liaisons hydrogène. Oui, c'est ça. Et un dipeptide de 2 acides aminés. Nicolas? C'est des liaisons covalentes Oui, entre... entre deux peptides Oui, ou donc une liaison entre... peptidique. Oui, c'est ça, une liaison peptidique. Entre le groupement carboxyle et le groupement azotique. Okay. Donc, quelle serait la formule chimique de ces 3 sucres? Vous pouvez le marquer dans le chat là. Ou le dire à vive voix. Ben, le glucose, c'est C6H12OH. Oui, c'est ça. Et c'est pareil pour Le ces galactose. 3. Oui, pour En fait, pour les 3, ouais. Oui, pour les 3. OK. Donc, lequel de ces acides aminés est polaire et pourquoi? Rabat? Ben moi, j'avais mis le A, la tyrosine, OK, pourquoi? en raison du groupement hydroxyle, OH, qui sort de son benzène dans sa chaîne latérale R. C'est ça qui le rend polaire. Les autres, c'est majoritairement des chaînes latérales qui sont composées de carbone et d'hydrogène. Mais celui à droite, même s'il semble avoir un NH2 chargé, c'est celui de son groupe amine. Oui. Et vous avez dit quelle lettre? Le A. Le A parce que... Il a un groupement hydroxyle qui oui, est lié à son benzène. oui. Un groupement OH. OK, oui. Oui, donc c'est bien ça la réponse. Donc, parce que, comme vous dites, il y a un groupe OH qui est polaire. Donc, ouais. Donc, puis ici, on pourrait avoir avec le tryptophane une charge avec le NH, mais en fait, le dipôle est réparti au niveau du cycle, donc ça donne pas de polarité au final. Oui, ouais, c'est bon. Si vous avez parlé de l'électronégativité entre les atomes O et H, ça marche aussi. Donc, le tryptophane ici, c'est un peu comme la cystéine qui peut être considérée dans certains contextes polaires, mais ne l'est pas en conditions biochimiques standards. OK. La prochaine question, ça va vous demander d'écrire la séquence mais la séquence complémentaire dans l'orientation 5' à 3'. Dans le fond, le but de l'exercice, c'est relativement simple.
mais c'est juste pour vous pratiquer. C'est simplement une pratique. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste on va pas faire la séquence en entier, mais juste me dicter le début de la séquence? Oui, Félix? Ça serait G, A, 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 T, 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 A. OK, donc, OK, donc là, ça serait dans l'orientation. Oui, allez-y. Il faut 3 A, G, après 3 A et 3 T. Genre, il manque un A. OK, attends, je vais juste l'effacer, ça va être plus simple. Et est-ce que vous pouvez juste me dire l'orientation? Est-ce que vous le dictez directement? Ouais, ça serait 3 primes, ensuite, OK. ce serait G, A, T, 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 etc. Ouais, OK. Ouais, c'est bien ça. Et la fin de la séquence serait quelque chose comme... Ouais, 5 primes. OK. Quelque chose comme ça. Ouais. OK. Donc, lequel de ces acides aminés est polaire? Ah, hydrophobe, désolé. Attends, j'arrive pas à... OK. OK. Je vais mettre fin au vote dans 5 secondes. Oui, effectivement, la réponse, c'est la leucine. Donc, on peut la reconnaître par la chaîne latérale qui est essentiellement composée de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est un peu ça qui nous permet de reconnaître qu'elle est non polaire, donc hydrophobe. Sinon, ouais, c'est pas mal ça. Juste un instant. OK, il y a quelqu'un qui demande dans le chat la question, disait de l'écrire 5' au 3'. Je pense que oui. Oui, dans le fond, pour l'écrire de 5' en 3', la première étape serait de l'écrire de 3' vers 5'. Et vous pouvez juste flipper la séquence ou si vous voulez, vous pouvez directement l'écrire de 5' à 3', c'est comme vous voulez. OK. Une autre question. Je pense celle-ci, est-ce qu'elle fait partie de l'exercice? OK. Oui, Rabat? C'est la tyrosine. OK. David? Félix, désolé. Ah non, non, ok, désolé, je me suis trompé. Mon sœur? C'est la phénylalanine. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est juste
Mais vous pouvez vérifier dans votre note et ça, c'est assez évident. Puis la phénylalanine avec son cycle peut être reconnue assez... mais en fait, elle est mise en évidence par son cycle. OK, donc la prochaine partie, c'est simplement pour vous faire une introduction à la bioinformatique. Donc, je sais qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui ont posé des questions en lien avec ça sur l'équipe Teams. Donc, je vais simplement vous présenter comment il fallait procéder. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Oui, Félix? C'est juste pour savoir si, est-ce que ce genre de questions-là pourrait être demandé dans le cadre de l'examen ou si vraiment c'était pour les exercices? Non, ça va. Il n'y aura pas de questions comme ça à l'examen. C'est vraiment juste pour vous initier à la bioinformatique car c'est vraiment un outil qu'on utilise très souvent en laboratoire de sciences fondamentales. Oui, Massilas? De rien. Massilas? Ouais, comme l'examen, c'est bientôt, est-ce que aujourd'hui vous allez me donner plus d'informations dessus? Puisque vous avez dit au début de la session que vous attendiez. Oui, à la fin de la séance, je pourrai vous donner un peu plus d'informations dessus, puis je resterai en ligne pour répondre à des questions s'il y en a parmi vous qui ont des questions. Ça vous va? OK. Oui, merci. Donc, OK, de rien. Donc, ici, il fallait simplement trouver la séquence. Je vais vous donner un code d'accès et le lien pour trouver la séquence. Donc là, OK. Donc là, vous voyez la page, on met la séquence, on fait search, puis ça va simplement nous sortir la séquence avec ce outil-là. Et ça nous dit il s'agit de quelle protéine ou de la séquence reliée à quelle protéine. Donc ici, il s'agit de la protéine kinase C, N-casein kinase substrate in neurons 1, donc la PAXIN 1 chez l'humain. Et ça nous dit que c'est la séquence correspondant à l'ARN messager. Donc, ça nous donne plein d'informations ici en lien avec la séquence. Oui, Marois? Ouais, je voulais savoir, vu que dans les exercices, on demandait le nom de la séquence complète, genre, est-ce que on doit ajouter que c'est transcript variant 2 et mRNA ou c'est comme juste le nom de la protéine qu'on donnerait? Idéalement, vous vous écrivez tout ce type parce que ça identifie la séquence, dans le fond, mais c'était un exercice juste dans le but de vous faire pratiquer, donc c'est pas grave si vous l'avez pas mis. OK, je comprends. Mais la protéine en tant que telle, toute seule, elle s'appelle genre PAXIN 1, c'est son abréviation, son acronyme. OK, c'est bon, merci. De rien. Donc, et après ça, je vais vous demander, je pense, combien de nucléotides, combien de paires de bases. Donc, vous avez le nombre de paires de bases, le total ici. Ici, c'est encore marqué ARN messager, juste pour indiquer que c'est la séquence d'ARN messager. Donc, si c'était un ARN ribosomal ou transfert, ça le marquerait ici. Par la suite, il y avait la taille de la séquence. Donc, qui se retrouve avec coding sequence. Donc, dans le fond, la séquence va de la paire de base 261 à 1595. Donc, si on veut savoir la longueur de la séquence, on fait 1595 moins 261, qui nous donne 1335 nucléotides. Donc, oui, Marcella, vous avez une question? Moi, j'ai oublié de laisser la main. Ah, OK. Marco, c'est la même chose? Non, moi, je voulais savoir comment ça se fait que... Là, j'ai compris que le CDS, c'est le coding sequence. So, j'ai mis la réponse que vous avez dit. Mais je voulais savoir comment ça se fait qu'il y a des exons sur toute la séquence, mais ce n'est pas toute la séquence qui est codante. Genre, si on descend, les exons, ils les disent, puis c'est de 1 à 4288 parce que ça se suit, genre back to back. Vous voulez dire comme les exons ici aussi?
Ouais, c'est ça. Genre, ça dit qu'il y a des exemples de 1 à 4288. Donc, comment ça se fait que le coding sequence, c'est pas tout? Parce Genre, il que y a dans des le exemples non fond, codants? il y a, il y a toute la séquence et il y a le Open Reading Frame, donc ce qui va vraiment débuter avec une méthionine puis finir avec un codon stop. Et ça va être vraiment la séquence qui va coder la protéine. Et par la suite, il y a l'épissage qui peut changer aussi, donc des modifications post-traductionnelles ou post-transcriptionnelles qui peuvent jouer là-dedans. OK. Donc, quand on nous dit exon, ça ne veut pas dire que ça va être dans la protéine. C'est juste que c'est genre pas enlevé. Habituellement, c'est dans la protéine, mais ça peut subir des modifications. OK. Puis, est-ce qu'il y a un endroit dans la page que ça nous dit que c'est un ARN messager qui n'est pas mature, donc, ou qui est mature, qui a genre, subi l'épissage ou pas? Je pense que la façon dont la séquence est séquencée, dans le fond, c'est une séquence d'ARN pas mature. OK. Comme par défaut, c'est ça. OK, c'est bon, merci. Donc, ici, vous avez la séquence. Donc, si on va au nucléotide 261, donc 41, 50, 60. Donc, vous avez un ATG qui correspond à un AUG, donc le codon START. Et à 1595, vous trouverez un codon STOP. Donc, dans le fond, c'est pas mal ça pour ça. Et par la suite, il y avait la deuxième question qui vous demandait de... juste un instant. Oui, que je vous fournissais une séquence et que vous utilisez un outil pour trouver le cadre de lecture. Donc, ici, on utilisait Translate. Donc, dans le fond, c'est un outil qui utilise le code génétique et le compact, c'est simplement pour indiquer qu'il n'y a pas d'espace et il va traduire dans différentes cadres de lecture. Donc là, je l'ai déjà fait ici. Donc, vous avez les différentes cadres et par défaut, on prend la séquence. Dans le fond, en rouge, vous avez souligné les Open Reading Frames, donc où est-ce que ça correspond à un codon start, puis que ça finit avec un codon stop. Et par défaut, la protéine correspond au codon à la séquence la plus longue. Oui, Margot? Je voulais savoir, c'est quand qu'on utilise le... Parce que là, je vois, il y a une option, il y a forward et reverse. Ouais. C'est quand qu'on utilise laquelle? Genre, moi, je pensais qu'on utiliserait juste le forward. So, pourquoi... C'est quoi dans le 3 comme ça? Ah, parce que si on ne sait pas... parce qu'ici, on peut mettre une séquence de ADN ou de ARN. Donc, selon la séquence qu'on met, surtout si c'est l'ARN, et on ne sait pas quel bout correspond au 5' et quel au 3', on ferait les deux sens. OK. C'est bon. Mais après, comment on discriminerait si on ne sait pas c'est lequel, après ça, on met les deux? Comment on va savoir c'est lequel qui est bon, genre? Disons qu'on a un ARN, puis on a les deux. On met forward, on met reverse, puis on a des cadres de lecture dans les deux. C'est lequel qu'on va prendre le plus long? Oui, on peut essayer de prendre le plus long, ou s'il n'y en a pas beaucoup, on peut tester les deux. Et il y a beaucoup de séquences chez plusieurs organismes qui ont déjà été séquencés, donc on peut comparer notre séquence avec ce qu'on retrouve dans la littérature aussi pour nous aider un peu à nous situer. OK. OK, c'est bon, merci. Très bien. Donc, par la suite, on copie cette séquence, puis on le met dans Blast. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Ouais, c'est OK. Je vais juste pas...
Ouais, donc, pour savoir la protéine à laquelle ça correspondait, on regardait le percent identity et le 100% correspondait à cette protéine de small ubiquitin-like modifier 3 chez Arabidopsis thaliana, donc chez une plante. Puis, je pense que c'était pas mal tout pour ça. Ouais, donc c'est ça. Oui, Massilas? Mais je pense que c'est la question d'après, mais quand vous regardez le nom, Arabidopsis, quand on écrivait ce nom-là pour avoir le point isoélectrique ou quand on écrivait small ubiquitin, quelque chose, ça ne donnait pas la même chose pour les deux. Est-ce que c'était normal? Mais dans le fond, pour trouver, je pense que vous devez trouver la masse moléculaire et Ouais. oui, avec Expesi. Donc, dans le fond, vous copiez-collez la séquence d'acide aminé. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que lorsque vous avez le résultat ici, vous n'avez pas eu la même chose si vous inscrivez le nom de la protéine. J'avais écrit small ubiquitin, le nom de la protéine. OK. Juste un instant. Non, il fallait écrire la séquence d'acide aminé. Mais j'imagine, je peux l'essayer avec le nom de la protéine. On peut voir qu'est-ce que ça fait. Donc ici, on avait 5 comme la masse théorique et en fait 5 comme le point isoélectrique, donc c'est légèrement acide, et 1280 Dalton. Ça ne donne pas la même chose quand on écrit le nom. Juste comme ça, vous voulez dire? Mais là, je ne sais même pas s'il a, il est allé chercher la séquence chez l'espèce Arabidopsis. Il faut que ce soit propre à l'espèce, je crois. Oui, c'est ça. OK. Madame, est-ce que tous les poids qui nous donnent dans le site sont en Dalton? Parce que parfois c'est écrit Dalton et parfois il n'y a juste pas d'unité. Toutes les masses moléculaires sont Dalton? Oui. À Oui. moins d'avis contraire, ça devrait être Dalton. Oui, merci. D'accord. OK. Par la suite, on poursuit. Bon, je sais pas si on peut. OK, on a fait ça. OK, donc, question pour vous. Donc, si l'ADN d'une espèce contient 29% des G, quel sera le pourcentage de A? Donc, un dernier 5 secondes. Oui, c'est 21%. Dans le fond, si on sait qu'il y a 29% des G, donc il y a 29% de C, donc ça nous fait 58 qui nous laisse, dans le fond, 42%, donc qui est divisé entre les A et les T. Massilas, vous avez une autre question? C'est toujours la main levée depuis tantôt. OK, c'est bon. OK. Par la suite, je pense qu'on est rendu aux 2 dernières questions. OK. Donc, dans le fond, ici, vous avez 2 structures, donc le DDCTP et le DDCMP. Et
je vais vous demander un peu des questions hypothétiques en lien avec ça. Donc, s'il y a une réaction de réplication in vitro, que se passerait-il si la DDCTP était ajoutée à la réaction en très large excès par rapport à la concentration de DCTP? Donc, c'est quoi que vous observez par rapport à ce nucléotide à gauche? Oui, mon sœur? Il n'a pas de hydroxyle en position 2 ou 3. Donc, il ne peut pas polymériser avec d'autres nucléotides. Oui, c'est ça. Juste un instant. Oui, donc ici, quand il s'agit d'un DDCTP, on n'a pas un groupement OH en 3' ici et ni en 2'. Donc, la ribose, elle a un groupement OH en 2' et en 3'. La déoxyribonucléotide, il y a seulement un OH en 3' ici. Et la DDCTP n'a pas d'OH dans ni l'un ni l'autre. Donc, si on a une ADN avec une ADN matrice avec une amorce hybridée et que l'ADN polymérase ajoute des nucléotides comme elle le fait pour la réplication, qu'est-ce que vous pensez arriverait dans ce cas-ci? Oui, Rabat? Déjà, vous voyez le A et le B, ils ne sont pas inversés. Genre, quand c'est écrit ADDCTP, ADDCMP. Ah oui, vous avez raison. Oui, il y a 3 phosphates ici. Oui. Donc, ouais, je suis désolée. Est-ce que ça a été inversé dans vos exercices aussi? Honnêtement, je n'ai pas remarqué. Ok, Justement. c'est pas grave. Attends, il y a quelqu'un dans le chat? Non, ok, dans l'exercice, c'était correct. C'est juste en construisant les diapos que j'ai inversé ça. Ok, je suis désolée. Mais, ok, donc si on reprend, donc ici, l'image que vous avez à droite représente le DDCTP. Et dans le fond, il n'y a pas de groupement OH en 2' et en 3'. Donc, qu'est-ce qui se passerait si Voilà, A. on... oui, la question A, dans le fond. Ok, ben, si elle était en très large excès, ça veut dire qu'elle va être utilisée quand même très souvent, pour pas dire genre presque toujours l'ADN polymérase lors Oui. de la synthèse de l'ADN pendant la réplication. Oui. Puis, vu qu'elle va être utilisée, et vu qu'elle n'a pas de groupement hydroxyle en 3', elle n'a pas de groupement OH en 3', Mhm. ça va être impossible pour l'ADN polymérase 3 ou dans le cas où ça marcherait pour l'ADN ligase pour les fragments d'Okazaki de catalyser une liaison phosphodiester entre ceux-là et le nucléotide suivant. Donc, avec eux, la polymérisation s'arrêterait. Oui, donc c'est ça. Donc, dans le fond, mettons si on a une matrice AATG, donc la polymérase mettrait TTA, et lorsqu'elle vient incorporer son premier C, comme vous dites, étant donné qu'elle est présente en très large accès, le DDCTP, elle va incorporer un DDCTP et donc la polymérisation s'arrêterait au premier C de la séquence. Mais une question, est-ce qu'après, elle recommence, mais en fragments différents, ou il faut enclencher un mécanisme de réparation? Ce que je veux dire, c'est est-ce que l'ADN... Si, mettons, comme je disais, s'il y a la séquence, ça dessine plus. S'il y a une séquence d'ADN, puis dans le fond, il faut une amorce, donc elle ne peut pas juste recommencer à un prochain nucléotide. Ah, ok, c'est ça. Donc, il faudrait une autre amorce. Ok, Oui, c'est il ça. faudrait une amorce qui va aller se lier plus loin, mais peut-être in vitro, on pourrait faire ça, mais comme de façon naturelle dans le corps, ça ne passerait pas. Et aussi, ces molécules ne sont pas... Au final, ça enclencherait la synthèse le brin d'ADN nouvellement synthétisé, là, tout le brin au complet. Là. Si on disait qu'on voulait genre, répliquer vraiment l'ADN, genre comme dans une mitose, si on avait ce problème-là, ça ferait en sorte que le brin répliqué serait tout segmenté, genre, il serait fragmenté. Genre. Mais ça arrêterait au premier signe. Ok, ça arrêterait complètement? Oui, parce que il n'y a pas d'enzyme qui pourrait venir faire un lien avec
le Ouais, je DDCTP. sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs origines de réplication, non? Genre, Oui, il y a plusieurs origines de ça veut réplication, dire qu'il y donc aura plein de petites phrases fragmentées. ça continuerait ailleurs, mais cette région-là de la réplication Ouais, ouais, c'est ça. causerait des problèmes parce qu'elle ne serait pas complétée. Et Puis, ça, il y aurait des éléments absents et ça pourrait. Ouais, ok. oui, c'est ça. Puis une autre ADN polymérase où pourrait pas continuer ou poursuivre cette réplication ailleurs, à moins qu'il y ait une amorce qui est... Qui se pose, ouais, c'est ça, une nouvelle oui, origine de réplication, etc. oui, c'est ça. Est-ce que, Rosemary, vous avez des questions en lien avec cette question ou vous voulez répondre à l'abbé? J'ai une question, en fait. Oui, ok. En fait, si j'aimerais juste comprendre pour ce qu'on doit retenir au fond de cet exercice, c'est de comprendre que la liaison pour les prochains nucléotides se fait sur le carbone 3', puis l'absence de OH entraîne l'arrêt de la polymérisation. Est-ce que c'est juste ça qui est à comprendre? Oui, c'est vraiment ça. Je suis vraiment désolée. Là. Puis, oui, dans le fond, oui, c'est comme vous dites, le OH en 3' est vraiment essentiel pour la polymérisation. Oui, qu'est-ce que vous êtes en train de... Vous avez une autre question? Oui, en fait, c'est pour le C, donc on n'est pas rendu là, mais on... OK. C'est bon, merci. Oui. Félix, est-ce que vous avez une question en lien avec ça? Non, c'était plus pour répondre au B. OK. Manel, vous avez une question? Non, moi aussi, c'était pour répondre à la question. OK. OK. Massilas, vous avez une question? Ouais, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ce que vous veniez de dire par rapport aux origines de réplication? Je n'ai pas compris le but Dans de le fond, la question de votre collègue, c'était que, parce que moi, en fait, j'ai dit ici que la réplication va s'arrêter, mais lui, il se demandait, comme dans la réplication comme de tous les chromosomes d'une cellule, mettons, qu'est-ce qui se passerait? Parce que dans la réplication, il y a plusieurs origines de réplication, même au sein d'une même séquence. Donc, vous pouvez imaginer que pour un chromosome qui est composé de plusieurs milliers de paires de bases, il y a plein d'origines de réplication. Mais les autres origines de réplication, en fait, c'est une bonne question que vous posez parce que j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit. Parce que dans le fond, si le DDCTP est présent dans le milieu, ça va être incorporé par les autres origines de réplication aussi. Donc, ça va affecter toutes les réplications qui se passent dans un milieu qui contient des DDCTP. Ouais, justement, c'est ça que genre, que Oui, j'avais compris. parce que dans le fond, en fait, ce n'est pas un produit naturel là, qui se retrouve dans le corps, c'est un composé synthétique qui a été qu'on a fabriqué pour des buts d'autres buts. Mais si c'est pour ça qu'on dit que la réaction se passe in vitro parce que dans le fond, c'est hypothétique comme situation, mais ça va affecter toutes les réactions de réplication qui se passeraient dans un milieu qui contiendrait ce nucléotide. OK, et ce serait pas viable. Non, ça ne serait pas viable parce que la cellule ne pourrait pas se répliquer. La réplication serait impossible. Non. Mais dans le fond, quand on donne une situation comme ça, est-ce qu'on part du principe que c'est toujours ce nucléotide-là qui va s'apparaître, comme qu'il n'y a pas de complémentarité? Genre, moi, c'est ça qui m'avait fait un peu bug au début, quand on dit que c'est un substrat de réplication. Je n'avais pas trop compris ce qu'on voulait dire par là, par substrat de réplication. En gros, substrat potentiel de réplication, mais dans le fond, la réplication, on a besoin une ADN polymérase, des nucléotides et une matrice pour avoir une réplication. Non, mais je veux dire, d'habitude, il y a les nucléotides s'apparaissent en fonction de bases complémentaires, mais ici, il n'y en a que un. C'est pour ça que j'avais un peu bloqué. Oui, mais c'est pour ça qu'on vous précise ici que le DDCTP est présent en très large quantité parce que, mais comme vous allez voir, les prochaines questions on joue un peu sur la quantité qui est présente. Donc, lorsqu'elle est présente en très large excès, ça devient une question de probabilité, dans le fond.
ce qui est plus probable, c'est que la molécule qui est davantage non, je présente comprends. soit... OK. Ouais, non, je comprends ce point-là, mais ma question, il n'y a pas il y a pas une question de complémentarité là-dedans. Genre, même si c'est celle qui était le plus présente, et même si, supposons, elle avait un OH en 3', comme elle avait tout pour pouvoir être, pour qu'elle soit utilisée, il n'y a pas une question de complémentarité. Genre, on va l'ajouter partout. Mais la base est complémentaire. C'est le sucre qui diffère dans ce cas-là. On va l'ajouter seulement en face du G, en passant. Elle a donné un Oui, exemple au début. oui, comme, mettons mon exemple de tantôt, là, je vais l'écrire, là, je ne l'avais pas. OK, donc, mettons s'il y a AATG, donc, ici, et, donc, je vais mettre une autre couleur. Donc là, oh non, OK, c'est pas ça que je veux. OK, bref. Donc là, mettons, ça, c'est le AATG se retrouve au niveau de notre ADN matrice. Donc, si pendant la réplication, il y aura un T qui va être incorporé en face du A, un autre T et un A. Puis lorsque ça arrive au G, c'est là qu'il y aura le DDCTP qui va être incorporé s'il est présent en très grande quantité. Okay. Et donc, ça va arrêter la polymérisation. Ok, je comprends. Ah, ok. Ok, parfait. Donc ici, ça l'arrête parce qu'il n'y a pas le OH pour continuer à rajouter les nucléotides d'après. Oui, c'est ça. Ok, parfait. OK. Oui, Marois, vous avez une question en lien avec ça? Ouais, en fait, ça n'a pas tant rapport avec la question, mais j'avais entendu parler que ça peut être utile pour le séquençage, je Oui, pense. justement, ça fait l'objet du cours 5 qui va être disponible juste après que la séance soit terminée. Mais c'était simplement pour une introduction et comme j'ai dit, ce n'est pas pour être noté, donc c'était simplement pour vous faire réfléchir et raisonner par rapport à la réplication. Oui, je comprends. J'étais juste curieuse, mais vu que vous avez dit que c'est dans le cours 5, c'est correct. Merci. Oui, Manel? Oui, c'était juste une question. Je voulais savoir, est-ce que les questions de l'examen vont ressembler à la question 7, dans le niveau de la difficulté et tout? Un peu. D'accord. Oui. Merci. D'accord. OK, donc, Rabat, est-ce que c'est pour répondre à la question B? Entre autres, mais j'ai aussi une question Oui. par rapport à ce qu'elle a dit, Manel. Pour les questions d'examen, est-ce que c'est possible qu'on nous donne des cas comme ça qu'on aurait, entre autres, jamais vu en classe et on doit établir un raisonnement par rapport au truc qu'on a vu dans les notes de cours? Oui, c'est possible. Dans le fond, mais vous avez accès à tous vos notes de cours, là, donc l'examen Ok, dans le sens. Ok, va donc être, les questions 7 et 9 sont représentatives des questions à développement à l'examen. oui. Ok, c'est bon. OK. Donc, la question B, de la DDCTP. Ouais, on ajoute la DDCTP, mais cette fois-ci, juste à une concentration de 10%. Donc, oui, Rosemary? Mais si on prend le même raisonnement qu'à la première question, et par contre, là, ça ne sera pas en excès seulement 10%, mais ça va permettre de polymériser, mais jusqu'à l'ajout d'un DDCTP, puis la polymérisation s'arrêtera à ce moment-là. Oui. OK, donc permet la polymérisation, mais s'arrêtera lors de... Oui, donc dans le fond, on aurait une chance sur 10 d'incorporer un DDCTP. Étant donné qu'il est en présence, il était ajouté à 10% de concentration. Donc, si on imagine une matrice d'ADN, donc, mettons si on a des matrices qui sont identiques ici, donc vous avez 4 matrices.
et qui ont, mettons, 3C dans leur séquence. Donc, certaines matrices vont arrêter aux différents endroits selon... Je n'arrive pas à décider. OK. Donc, lorsque la polymérisation commence, donc chaque fois qu'il y a un C, on a une chance sur 10 d'arrêter la... Oups, ça a changé de diapo. Je suis vraiment désolée. OK. Donc, chaque fois qu'on polymérise, on a une chance sur 10 d'arrêter la polymérisation. Donc, on peut avoir des séquences qui se font au complet sans qu'il y ait aucun problème, comme on peut avoir une séquence qui s'arrête au premier C. On pourrait avoir une séquence qui s'arrête au deuxième C, ou on pourrait avoir une séquence qui s'arrête au troisième C. Donc, on va avoir plein de séquences de différentes longueurs si la matrice est pareille. Avez-vous des questions par rapport à ça? Hongye ou Sheng? Non, en fait, je voudrais répondre à la troisième question. OK, ça ne va pas être long. OK. OK, donc s'il n'y a pas de question par rapport à la B, on va passer à la troisième question. Donc, cette fois-ci, on ajoute la DDCMP, donc la molécule ici à gauche, en large excès ou à 10%, est ajouté à la réaction en large excès ou à 10% à la concentration de DCTP, donc le nucléotide standard. Donc, qu'avez-vous répondu à ça? Oui, Rangier, vous pouvez répondre. OK, je pense que dans la troisième question, en toute façon, la réplication de l'ADN ne va pas être influencée. Parce que la réplication de l'ADN ne va pas être arrêtée. Je n'ai pas compris, je suis désolée. Pardon, je pense que la réplication de l'ADN va se dérouler normalement dans la situation de la troisième question. Parce que comparé par la situation de la première question, cette molécule, le DDCTP, le DDCTP il est capable de former une liaison phosphodiester, c'est-à-dire il est capable d'entrer dans la réplication de l'ADN. Mais pour la molécule de TDCMP, il n'est pas capable de former cette liaison phosphodiester, c'est-à-dire il n'est pas capable d'entrer dans la réplication de l'ADN et il n'arrive pas à influencer, il n'arrive pas à arrêter cette réaction de réplication. OK. Juste pour être certain que j'ai bien compris ce que vous dites, c'est que, OK, cette molécule, juste pour être, de mettre ça au clair, la molécule ici à gauche, c'est le DDCMP et la molécule ici à droite, c'est le DDCTP. Donc, vous êtes en train de dire que la molécule ici à gauche, le DDCMP... Non, en fait, je dis c'est le DDCTP. Je pense que je comparais la troisième question avec la première question. OK, donc vous comparez le DDCTP de la troisième question ici. De la première question. Oui, c'est ça. Pour la troisième question, c'est DDCMP. Pour la première question, c'est DDCTP. Et j'ai expliqué pourquoi dans la première question, le DDCTP est capable d'arrêter cette réaction de réplication, mais par contre, dans la troisième question, le DDCMP, il n'est pas capable d'arrêter cette réaction. Donc, vous êtes en train de dire que dans la troisième question, le DDCMP va permettre la polymérisation. Non, non, ne va pas.
En fait, dans la troisième question, c'est parce que le DDCMP, il n'est pas capable de former une liaison phosphodiester, c'est-à-dire pour cette molécule, il n'est pas capable d'entrer, d'assister dans la réplication de l'ADN. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à arrêter cette réaction. Mais par contre, dans la première question, le DDCTP, parce qu'il a du groupement phosphate supplémentaire, il est capable de faire la réaction, il est capable d'hydrolyser cette groupement phosphate pour former le nouveau brin de l'ADN. Donc, il est capable d'arrêter la réplication de l'ADN. OK, donc dans la première question, ça arrête la réplication de l'ADN. Oui, c'est ça. Et dans la troisième question, dans la troisième question, la réplication de l'ADN ne va pas être arrêtée. OK. En fait, ce que j'aimerais mettre en évidence, et ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est qu'ici, tant dans le DDCMP, je suis vraiment désolée pour l'identification qui est erronée ici, là, dans le DDCMP ici, tant dans le DDCMP que dans le DDCTP, il n'y a pas de groupement OH au niveau des carbones 3'. Et ce OH est absolument essentiel pour permettre la polymérisation. Oui, je comprends, mais je pense que en fait, pour la polymérisation, on a aussi besoin d'énergie. Oui, on a besoin des phosphates aussi pour faire les réactions avec le nucléotide 3' suivant. Donc ici, on n'a pas le groupement phosphate, vous avez raison. Et ces liens à haute énergie sont en fait essentiels pour permettre la réaction avec le 3' du nucléotide. Et donc, on ne peut pas utiliser le DDCMP. Et donc, la polymérisation va s'arrêter. Non, je dis... Est-ce que là, il y a plusieurs d'entre vous qui ont des questions? Je n'ai aucune idée qui a levé la main en premier. Je pense qu'on peut commencer avec Rabat. OK. Qu'est-ce qui se passe? Désolé. Tout ce que je voulais savoir, c'est que le DDCMP n'est pas utilisé comme substrat de l'ADN polymérase, tout court. Non, c'est exactement. OK, c'est bon. OK. Manel? Ah non, c'était juste pour répondre à la question, mais j'ai oublié de le dire. OK. Marois? Ouais, dans le fond, c'est juste pour confirmer, parce que genre, on a expliqué plein de fois, puis j'ai un peu perdu le fil. DDCMP n'est pas un substrat de l'ADN polymérase, ça je l'avais compris, mais ça n'empêche pas la polymérisation, justement, parce que l'ADN poly ne l'utilise pas, ça ne va pas être introduit dans l'ADN, donc il n'y aura pas de problème, non? Oui, exactement. Okay, exactement. Bon. Donc, il ne va pas être introduit dans l'ADN à cause qu'il n'y a pas les liens phosphates. Donc, il ne pourra pas faire la réaction avec le 3'. OK. Je voulais savoir si, parce que là, il est en très large excès, est-ce que ça n'a pas du tout... Je sais qu'il ne peut pas être introduit, mais moi, je m'étais dit que c'est peut-être possible que malgré qu'il ne va pas être introduit dans l'ADN, il pourrait ralentir un peu. Parce que si, par exemple, l'ADN polymérase, j'aurais une espèce de compétition. Si l'ADN polymérase, quand elle a les substrats autour d'elle, de temps en temps, ça lui arrive de prendre le mauvais, de le relâcher, qu'elle ne peut pas l'introduire, ça va ralentir, non? Oui, ça peut ralentir dans le sens qu'elle elle s'essaie, dans le fond, elle essaie de l'introduire, puis elle réalise que ça ne fonctionne pas. Donc, ça prend un certain moment de temps dans le cycle catalytique de l'enzyme. Oui, donc ça pourrait ralentir. OK. Finalement, j'ai enlevé ça de ma réponse. Est-ce que c'est un élément nécessaire ou c'est comme un...
Genre, si par exemple, on était à un examen, est-ce que vous attendriez à ça aussi ou ce serait plus comme un bonus? Le fait de dire que ça ralentit. J'imagine que ça serait plus comme un bonus. C'est difficile à dire. J'y ai pas pensé à ça là, quand j'ai. Ouais, mais j'imagine que ça serait plus un bonus. OK, c'est bon, merci. OK. Félix? OK, ben, dans le fond, c'est juste pour m'assurer que la conclusion de tout ça, c'est bien que, dans le fond, la polymérisation peut avoir lieu, même en présence de cette molécule, parce qu'elle ne peut pas être utilisée par l'ADN polymérase. Oui, c'est ça. La polymérisation peut avoir eu lieu tant qu'il y a les autres nucléotides, là, puis que ce n'est pas juste le DDCMP qui est présent. Tant qu'il y a la cytosine standard, le DCTP. Ouais, OK, parfait, merci. de rien. Massilas? C'est ça. Ma question, c'était un peu en comparaison avec le A. Ouais. Ici, on dit que ce n'est pas un substrat du tout, mais pour le DDCTP, ça serait un substrat, mais ça arrêterait la réplication, c'est ça? Oui, parce que le DDCTP, il y a les les trois phosphates, donc ça va incorporer ce nucléotide, puis par la suite, il ne pourra plus incorporer d'autres nucléotides, dans le fond, poursuivre la polymérisation parce qu'il n'y a pas de OH dans le 3'. Mais ici, attends, je me suis mêlée là. Oui, c'est ça. Ici, il pourra incorporer le nucléotide, mais celui-là, celui à gauche, pourra simplement pas être incorporé parce qu'il pourra même pas, il n'est pas en forme triphosphate. OK. Puis c'est ça. Puis dans le fond, le fait que le DDCMP soit en excès, ça ne change pas le fait que la réplication pourra quand même avoir lieu. Non, ça ne change pas tant que les autres nucléotides sont présents. OK. Parfait. OK. Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé, Sandra, est-ce que vous voulez toujours que j'explique B avec l'exemple? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, dans le fond, ce que vous avez en mauve ici, c'est l'ADN matrice. Donc, l'ADN matrice est composé des 4 nucléotides. Donc, j'ai simplement illustré les C. Donc, mettons, il y a 3 cytosines dans notre ADN matrice. C'est la même ADN matrice que 4 fois. Donc, toutes les lignes en mauve ici sont la même séquence. Donc, ils ont les mêmes 3 cytosines aux mêmes 3 endroits. Et donc, là, je n'ai pas illustré l'amorce, mais imaginons qu'il y a une amorce ici au bout. Et donc, l'amorce va permettre à l'ADN polymérase de commencer la polymérisation. Et si on a nos 4 nucléotides dans le mélange, avec le DDCTP à une concentration de 10%, chaque fois qu'il y a, en fait, chaque fois que l'ADN polymérase doit introduire un C, il y a une chance sur 10 que la polymérisation s'arrête. Donc, c'est ce que j'essaie d'illustrer avec les lignes vertes. Donc, mettons dans la séquence, la deuxième matrice ici, la polymérisation peut s'arrêter au premier C si un DDCTP est introduit. Mais elle pourrait aussi poursuivre, par exemple, jusqu'au deuxième C et arrêter ici. Donc, dans le fond, chaque fois que l'ADN polymérase essaie d'introduire un C, il y a une chance sur 10 qu'elle s'arrête. Donc, au final, on va avoir des longueurs différentes de notre ADN qui vont être présents parce qu'ils vont soit avoir été arrêtés à un des C qui est présent ou non. Ou dans le fond, ils peuvent poursuivre et polymériser de façon complètement normale. En fait, ce qui est dans mon illustration, ce qui est un peu mêlant, c'est que j'ai indiqué les C, mais si l'ADN matrice, en fait, c'est un G que j'aurais dû indiquer parce que lorsqu'il y a un G sur l'ADN matrice, le brin qui est en train d'être synthétisé va incorporer un C.
Parfait, merci. De rien. Massilas, est-ce que vous avez une question? Ben dans le fond, juste pour confirmer ça, dans le fond, c'est dès qu'on rajoute un DDCTP, ça arrête, puis tant que c'est du DCTP, ben, ça marche, puis on continue de répliquer, c'est ça? Oui. Puis ça, c'est dans un contexte où toutes les ADN matrices sont pareilles. Donc, par la suite, c'est en fait, comme un de vos collègues, je pense Marois, mentionné, ça va être un concept qui va être utile à comprendre parce que c'est utilisé dans le séquençage. D'accord, parfait. OK. Donc, on peut poursuivre. Félix, j'imagine, c'est la main levée depuis tantôt? Oui, OK. Bon. OK. On va commencer par effacer tout ça. OK. Donc, ici, on vous demandait simplement quel brin d'ADN allait être repliqué en utilisant l'amorce qui vous a été fournie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Rabat? Ouais. Moi, j'ai trouvé que l'amorce, si on l'écrit dans le sens 3' à 5', Oui. elle est complémentaire à une séquence dans le brin sens, en gros. OK, c'est où que vous avez trouvé l'amorce? Je pense que vous pouvez même annoter. Comme je fais, là, vous pouvez... Donc, soit vous pouvez parce que ça va être difficile à m'indiquer. Oui, 2 secondes, je vais essayer. C'est où? C'est dans Tools. J'essaie de trouver comment faire. Mais en gros, ça commence, si vous partez du brin 3' à 5', non, en OK, fait, le du brin brin. 5' à 3', Oui. du brin sens, dans le brin sens, Oui. vous voyez du côté 3' du brin sens, Oui, OK, oui. ouais, c'est ça, c'est dans cet OK. endroit-là, c'est cette séquence-là. A, Oui. C, G, T. Oui, dans le fond, c'est cette séquence-là. Donc, dans le brin anti-sens, la séquence se retrouve ici, A, C, G, T, A, A. Ouais, c'est ça. OK, je ne suis pas certaine de la séquence en jaune, là. Ouais, non, c'est ça, c'est T, T, A, T, A, C, G, T. OK, vous faisiez référence à la séquence en complémentaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, je disais. OK. Vu que l'amorce, si on l'écrit en 3', 5', est complémentaire à celle-ci, on peut en déduire que l'amorce a été placée complémentairement à cette séquence-là, et donc c'est le brin sens qui a été répliqué, et le brin nouvellement synthétisé va être identique au brin antisens. Oui, c'est ça. Donc, l'amorce va s'hybrider sur le brin sens. Et donc, l'ADN polymérase va allonger en 3', donc elle va synthétiser le brin antisens. Donc, ce brin-là, en rose. OK. OK, là, est-ce qu'il y a la même séquence? Attends, T, A... J'essaie de regarder, de vérifier la séquence en jaune, là. T, A, T, A... En tout cas, moi, je ne le vois pas. Ça finit au T. En gros, un A remplacé par un T, un A remplacé par un T, un T remplacé par un A remplacé par un T. Ensuite, on a GCA, CGT. Ça commence avec TT, la ligne, elle est un peu plus à gauche. Ça commence avec TTA. Ça commence avec le premier T. La ligne jaune, elle est un peu plus à gauche. Ça commence sur le double T. Ouais, exact. OK, donc ça commence TTA, T, A, C, GT. GT. OK, oui, ça pourrait. Ouais, OK, je vois ce que vous voulez dire. Puis est-ce que l'orientation fonctionne? Juste un instant. Ouais, l'orientation fonctionne aussi, donc elle pourrait s'hybrider à cet endroit également.
parce que ici, vous avez la séquence complémentaire. OK, ouais, donc ça aussi, ça pourrait fonctionner. Mais si elle est hybridée à cet endroit, ça synthétiserait quand même le brin antisens. Ça synthétise le brin antisens au final. Ouais. Dans le sens, la réplication se fait sur le brin sens. Donc, moi, j'ai écrit, c'est le brin sens, il sera répliqué, mais le brin nouvellement synthétisé sera identique au brin antisens. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. J'ai une question. Ah, pardon. Oui. Quand on dit quel brin a été répliqué, on parle du brin qui a été synthétisé. Genre, le brin synthétisé, il est identique à quel brin? C'est bien ça? Oui. Mais vous pouvez le préciser dans votre question, dans le sens que ici, comme si on prend l'amorce en vert, donc l'amorce se situe, la séquence de l'amorce se retrouve dans le brin antisens. Donc, on va aller répliquer mais dans ce cas-là, on va aller répliquer, on synthétise le brin antisens. Ok, c'est ça. Parce que le terme répliqué, au début, moi, j'avais considéré que. Mais genre, j'avais pas trop réfléchi. Je me suis juste dit, comme on prend le brin sens comme brin matrice, je me suis dit, c'est lui qu'on réplique. Mais est-ce que quand vous allez poser une question, par exemple, sur ça à l'examen, est-ce que ça va être un terme générique comme ça ou ça va être plus précis? Puisque le terme répliqué en soi, j'aurais Oui, je vais le préciser pour l'examen. OK. Mais sinon, d'ordre général, quand on dit répliquer, ça veut dire quoi? On parle du brin. Pardon? Quel brin de l'ADN a été répliqué? Donc, là, j'aurais tendance à penser que le brin répliqué, c'est le brin matrice. Mais c'est pas... ouais, je suis d'accord avec vous que c'est un peu ambigu. C'est mieux de dire quel brin a été... le brin synthétisé correspond au brin sens ou antisens. OK. Manel? Non, encore une fois, c'était pour répondre et puis j'ai oublié. OK, c'est bon. Marois? Ouais, donc c'est ça, c'est pour vérifier. Moi, de ce que j'avais compris, le brin répliqué, c'est le brin matrice. Fait que si on l'a écrit clairement, ce serait correct. Puis à l'examen, la même chose, si on est clair ou on est clair, c'est correct. À l'examen, essayez d'être le plus clair et explicite possible. Puis ça devrait aller. OK, c'est bon. Merci. David, vous avez une question? Oui, juste pour être sûr, ce qui est souligné en jaune, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est ce qui est surligné en vert, c'est bien ça? Ben, en fait, les deux peuvent être la bonne réponse parce que l'amorce peut se retrouver aux deux endroits parce que... désolée, j'essaie de suivre le chat aussi. OK, dans le fond, l'amorce va se hybrider lorsqu'elle trouve une séquence complémentaire. Donc, ici, dans le brin antisens, on retrouve la séquence de l'amorce. Donc, mettons si ces deux brins d'ADN étaient ouvertes, comme s'il y avait une poche de réplication. Donc, ce amorce irait s'hybrider à cet endroit-ci, donc à l'endroit correspondant au C jusqu'au donc T ici. Donc ici. Elle irait s'hybrider sur la séquence sens avec ces nucléotides que j'ai encerclés parce que ça correspond à sa séquence complémentaire. Donc, étant donné qu'elle s'hybridait, l'amorce va s'hybrider ici, au brin sens, elle va permettre la réplication du brin antisens. D'accord, ok. Parce que j'avais compris en fait que la primèse, elle ne va pas dans le sens 3', 5'. Donc je m'étais dit Mais que dans le fond, si l'amorce est hybridée de cette manière, la primose, mais l'ADN polymérase pourra synthétiser de 5' ici vers 3' ici. Donc, elle va synthétiser dans cette direction. Ok, merci beaucoup. De rien. Manel, c'est-tu toujours pour répondre à une question?
Oui. Ok, c'est bon. Ok, ben, je pense on termine bientôt, là. Ah, ok. Une question pour vous. Donc, ok, on va lancer. Donc, laquelle de ces protéines a pour fonction de recréer le lien phosphodiester entre deux fragments du brin retardé? Ok, 5 secondes. Oui, c'est l'ADN ligase. Donc, je pense que la majorité l'ont eu. Donc, c'est l'enzyme qui est... ok. C'est l'enzyme qui permet de recréer de reconnecter les fragments de Okazaki. Bon, ok, là, c'est la dernière question. Ok. Donc, ici, on avait en fait une mutation qui engendrait un phénotype, mais seulement lorsque la température montait à 42 degrés Celsius. Donc, il y a un grand nombre de mutants extrêmement sensibles qui ont été isolés chez E. coli. Ils se répliquent, ces bactéries mutants se répliquent de façon anormale à 42, mais pas à 30 degrés Celsius. Et si la température monte, ces mutants cessent de synthétiser l'ADN de deux manières caractéristiques différentes. Donc, juste un instant. OK. Donc, dans le fond, ça, c'était une technique utilisée pour identifier des protéines qui sont impliquées dans la polymérisation. Et donc, il y a deux types de phénotypes qu'on a pu détecter. Donc, il y a le quick stop qui implique un arrêt immédiat et le slow stop qui s'arrête après plusieurs minutes. Donc, selon vous, et si les mutations, mais s'il y avait une mutation de ce genre chez le DNA A, quel type de phénotype est-ce qu'on observerait? Donc, dans le fond, ces mutations, ils sont thermosensibles. Donc, quand on fait pousser les bactéries, elles n'ont pas d'effet à 30 degrés Celsius. Il n'y a pas de phénotype. Ça se comporte comme une souche normale, une souche sauvage. Mais à 42 degrés Celsius, le phénotype se manifeste et il y a une mutation qui affecte la protéine. Ouais, donc, Marois? Ouais, moi je pense que pour la DNA, ça va être slow stop parce que la DNA, on en a besoin pour initier la réplication. Mais une fois que la réplication, elle a déjà été initiée, donc avant que la température cause problème, il y a de la réplication qui a été initiée. Ça pourra se poursuivre parce que l'ADN polymérase 3 et les autres enzymes, genre, elles fonctionnent. Donc, on peut poursuivre la réplication, mais on ne peut pas commencer de nouvelles réplications. Donc, ça va prendre quelques minutes, le temps que les réplications qui étaient déjà commencées se finissent. Là, après, quand toutes elles sont finies, là, ça arrête. Donc, ça prend quelques minutes. Oui, c'est exactement ce que vous dites, que la réplication qui a déjà été commencée pourra se poursuivre car elle n'a pas besoin de la DNA A, mais on ne pourra pas commencer des nouvelles réplications. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, OK. OK. Puis pour l'ADN polymérase 3, qui est l'ADN polymérase principal chez les bactéries, mais chez E. coli. Oui, Félix? Ben, je peux laisser la personne qui a levé la main, là, elle a essayé plusieurs fois de répondre à une question. Oh, OK, merci, c'est gentil. Désolée, je n'arrive pas à ceux qui lèvent la main en premier, ça va très vite. Manel? Merci Félix. Oui, pour le type de mutation, je pense que c'est une mutation de type quick stop, puisque même si on avait un amorce, l'ADN polymérase 3, elle ne peut pas faire la réplication, puisqu'elle ne peut pas ajouter des nucléotides sur
sur l'ADN complémentaire pour faire la réplication. Du coup, l'ADN, elle va s'arrêter de se répliquer tout de suite. Oui, c'est ça. À la question, ouais, donc très bien. Monsef, vous avez une question en lien avec ça? Ou c'est Non, pour c'était juste pour la répondre? question B. OK, donc vous pouvez répondre à la question B. Allez-y. J'ai dit que ce serait quick stop, même Oui. même si le DNA A et la polymérase sont mutés, la polymérase est plus importe plus importe plus car si la polymérase est affectée, ce sera directement quick stop. Alors, le DNA ne jouerait pas un rôle important dans ce cas-ci. Oui, dans le fond, si on a les deux qui sont mutés, mais le quick stop va l'emporter, dans le fond. L'ADN polymérase est essentiel comme à l'élongation, puis s'il n'y a pas d'élongation, qui est le processus principal de la réplication, ça ne marchera pas. Les autres qui ont les mains levées, c'est-tu pour répondre à la question C ou vous avez une question? Moi, c'est une question. C'est pour. J'avais une question, s'il vous plaît. OK. Quand vous parlez du coup du phénotype qui se déclenche à partir de 42 degrés, est-ce que c'est irrémédiable? C'est-à-dire, même si on redescend après la température, l'ADN polymérase, il va resynthétiser normalement ou il va cesser complètement de fonctionner? Non, à 30 degrés Celsius, sa conformation redevient normale. Mais en fait, ça, c'est plus une technique qui a été utilisée pour identifier les fonctions des protéines et assigner des rôles précis aux protéines. C'est pas, oui, c'est présent de façon naturelle, mais chez seulement certaines bactéries. Mais oui, lorsqu'on rabaisse la température, ça permet de revoir la conformation. D'accord, merci. Et Rabat, c'était pour répondre à la question C? Ouais. OK, allez-y. Ben, en fait, c'est une hypothèse, mais je me suis dit que si c'est des souches hétérozygotes pour les deux mutations thermosensibles, Ouais. ça veut dire qu'elles ont un brin, un brin d'ADN qui est, en fait, un allèle qui est sain, sans les mutations, et un allèle avec les mutations pour les deux protéines, là, la DNA et l'ADN polymérase 3. Ça veut dire qu'une partie des protéines qui vont être synthétisées auront le problème des thermosensibilités, et une partie des protéines synthétisées ne l'auront pas. Donc, seront fonctionnelles à 42 degrés Celsius. Et en gros, cette fois, la réplication ne sera pas complètement arrêtée lors d'un passage à 42 degrés Celsius, mais elle sera plus ralentie parce que la quantité de protéines disponibles sera moindre. C'était ça mon hypothèse. OK. Dans le fond, cette question-là, c'était pas facile à répondre parce que, dans le fond, ce que vous avez, c'est que vous avez une DNA A, un allèle muté et un autre sauvage, comme vous dites, et la même chose pour l'ADN polymérase, un allèle muté et l'autre sauvage. Donc, si on a une DNA normale, la question qu'on se pose dans le fond, c'est est-ce que l'allèle normal permet de réparer le phénotype causé par l'allèle qui est muté? Et donc, si la DNA normale peut se lier à l'origine de réplication, elle va réparer le phénotype, donc on ne va pas avoir de problème. Mais si la DNA mutée empêche celle qui est normale à se lier à une origine de réplication à 42 degrés Celsius, donc ça va engendrer le phénotype slow stop. Donc, il faudrait, le facteur qui manque dans ma réponse, c'est d'inclure que la mutée pourrait aussi empêcher l'interaction des scènes avec la réplication, en gros. Oui, dans le fond, c'est plus une notion de génétique, ça, et comment ça fonctionne les maladies récessives, dans le fond, et dominantes. Donc,
lorsqu'il y a, lorsqu'une souche est hétérozygote, la protéine mutée peut empêcher, mais aurait pu empêcher la protéine normale de fonctionner. Mais là, ça, c'est une situation hypothétique, puis je ne m'attendais pas à avoir une réponse claire et nette pour cette question-là. C'était juste des hypothèses. Il n'y aura pas ce type de question à l'examen. Manel. Oui, en fait, j'aurais une question. Bah, je voulais savoir si, par exemple, je veux savoir c'est quoi la réponse complète pour cette question. Pour la question C? Ah ouais. Oui. Mais en fait, c'est ce que je viens de dire. Donc, si la bactérie de E. coli est diploïde, donc ça veut dire qu'il y a un allèle muté et un allèle sauvage, autant pour la DNA A et pour l'ADN polymérase 3. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que mais en fait, le DNA muté est incapable d'initier la réplication, mais est-ce qu'elle va aller empêcher la DNA normale de fonctionner aussi? Donc, le phénotype dans ce cas-ci, ça va être quoi? Est-ce qu'on va dire il est malade? Bah, je dis entre parenthèses malade. Ou sinon, on va être genre, ça va dépendre aussi de la quantité des protéines qui ont été produites du l'allèle muté versus les protéines qui ont été produites dans l'allèle sain, c'est ça? Puis donc, Oui. le phénotype peut être nuisible ou létal dépendamment de la concentration des protéines mutées. Oui, mais il y a aussi, oui, il y a ce aspect-là à considérer aussi. Mais habituellement, lorsqu'on a un allèle muté et un allèle sauvage, on a 50% de chaque environ. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'allèle muté, donc la protéine produite par l'allèle muté, va empêcher le fonctionnement normal de l'allèle normal? Puis il n'y a pas une réponse précise. Je n'ai pas une réponse pour vous pour ça. On ne le sait pas. C'était simplement pour vous faire réfléchir à ça. Donc, si les différentes situations qu'on peut avoir, c'est que si l'allèle muté n'affecte pas, le DNA muté n'affecte pas le DNA normal, bien là, on pourra répliquer de façon normale et on ne devrait pas avoir de phénotype. Mais si le DNA muté va empêcher celle qui est normale d'aller se lier à une origine de réplication, là, il y aura une sorte de compétition, puis on va avoir un phénotype slow stop. Merci. De rien. OK. Marcella, est-ce que vous avez une question? Ouais, dans le fond. Mais là, vous parliez de la DNA, mais c'est le même concept qui s'applique pour la polymérase? Oui. C'est ce genre de compétition, là? Okay. Oui. Rabat? OK. S'il n'y a pas de questions, on va pousser. Donc, là, il reste vraiment juste deux dernières petites questions. Donc, dans la focalisation isoélectrique, vers quelle borne migrera une protéine basique? Donc, vous pouvez soit lever la main ou répondre dans le chat. La borne moins. Pardon? La borne moins négative. Oui, c'est ça. Donc, une protéine basique, elle est chargée positivement, donc elle va migrer vers la borne négative. Et, attends, je vais juste essayer d'enlever tout ça. OK. Je ne vais pas changer de diapo. OK. Donc, de quel sexe illuminé dont le cariotype est présenté sur cette image? Donc, il n'y a pas de D.
OK. 10 secondes pour répondre à la question. Oui, je pense que la majorité l'ont eu. C'est de sexe féminin, donc B. Donc ici, vous avez tous les chromosomes numérotés. Donc, on peut assumer que ces derniers chromosomes, c'est les chromosomes sexuels. Donc, ici, vous avez les 22 autosomes. Et étant donné qu'ils sont exactement identiques, on sait que c'est 2X, donc qui correspond au sexe féminin. Donc, voilà. Je pense que ouais, ça termine la séance. Là, j'imagine, vous avez des questions en lien avec l'examen. Est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas en lien avec l'examen en premier? Oui. Levez votre main seulement si vous avez des questions qui ne sont pas en lien avec l'examen. Oui, Dino? Oui, du coup, excuse-moi, mais en fait, je viens d'arriver dans ce cours parce que je l'ai eu à l'hiver 2021, mais je l'ai raté, je l'ai pas validé. Et du coup, j'ai fait ma demande d'inscription vendredi dernier parce que j'attendais ma note pour m'inscrire. Et du coup, j'ai pas mal de retard, j'ai déjà 4 cours de retard. En soi, je les ai déjà vus, mais je sais pas si vos cours à vous sont différents de mon professeur de juste avant. Je pense pas, parce que la matière que j'ai vue là dans ce cours synchrone est assez similaire. Mais du coup, je voulais juste vous dire que je venais d'arriver. Du coup, je me suis inscrit à peine, parce que j'ai eu accès au studium de ce cours-là. Vous Il y a à vous êtes peine. inscrit le 14? Oui. OK, OK. Je ne savais même pas que Et j'ai c'était eu possible. accès, et j'ai eu accès au studium qu'aujourd'hui. OK, OK. J'ai eu accès OK, ce si vous matin. m'aurez contacté, j'aurais pu vous ajouter manuellement plus tôt, mais c'est pas grave. Mais en fait, on pourra se reparler à la fin. Je pense que ça va être plus... D'accord. parce que vous, c'est comme une question personnelle à vous. Rabat, votre question est en lien avec quoi? Moi aussi, c'est plus une question personnelle. OK, on va se parler à la fin. Marois? Ouais, moi, je comprenais pas bien. Je crois que c'est dans le cours 4, mais je sais pas si c'est 3 ou 4, mais pourquoi les télomères sont pas répliqués? Genre, pourquoi ça raccourcit nécessairement? Genre, je comprends que la télomérase, elle fait plus de télomères comme ça, on perd rien, mais je comprends pas à la base pourquoi on perd une partie quand on réplique. Genre, pourquoi ça se raccourcit? OK. En fait, pour ça, j'ai vraiment une bonne vidéo que je vais mettre le lien dans l'équipe Teams. Elle n'est pas très longue, puis je pense qu'avec l'animation de la vidéo, ça explique mieux qu'avec une simple image. Donc, je vais mettre ça tantôt. Est-ce que ça vous va comme ça? Puis par la suite, si vous avez toujours des questions, vous pouvez me contacter par Teams. J'essaie de répondre quand même assez rapidement. Ouais, c'est bon, merci. OK. OK. En lien avec l'examen, je ne sais pas exactement combien de questions il va comporter en total parce que je suis toujours en train de le fabriquer, mais ça va être tout type de questions confondues. Donc, choix de réponse, courte réponse et longue réponse. Je vise d'avoir plutôt des questions de compréhension étant donné que vous avez accès à tous vos notes. Donc, ouais, ça ne sert pas, je veux dire, c'est les questions à mémorisation. Ça va être très simple pour vous. Sinon, avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres inquiétudes par rapport à l'examen? Oui, Félix? C'est juste pour savoir, est-ce que l'examen va être par surveillance vidéo dans le sens où on va devoir être sur le Zoom avec une caméra allumée durant toute la durée de l'examen? Oui, ça va être comme ça. OK. Puis, dans le fond, est-ce qu'on aura la possibilité d'utiliser 2 écrans, par exemple, un pour utiliser la caméra et l'autre pour répondre à l'examen? Oui. Parfait, merci. D'accord. Mon chef? Oui, je voulais savoir, est-ce que la matière vue seulement dans les lectures
peuvent se retrouver à l'examen? Les grandes lignes de la matière de lecture peuvent se retrouver à l'examen, mais pas les petits, pas les détails. Ok, parfait, merci. Bon, ok, vous pouvez baisser votre main une fois que j'ai répondu à votre question. Manel? Oui, juste pour être sûr, parce que tu vois, dans les lectures, on avait des informations qu'on n'avait pas vues pendant le cours. Donc, les informations qui n'ont pas été vues dans le cours vidéo, ils vont pas être dans l'examen, c'est ça? Mais les grands principes généraux peuvent être à l'examen, mais je ne veux pas m'attarder sur des détails. Bah, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de détail ou un principe général? Dans le fond, n'importe quoi qui est plus que 2 ou 3 paragraphes dans les lectures, comme le principe général qu'il résume ou qu'il essaie d'enseigner, peuvent se retrouver à l'examen. Je n'ai pas un exemple précis on top of my head en ce moment, mais je pourrais, si vous m'écrirez sur Teams comme un petit rappel, je pourrais essayer de faire un exemple. Massilas. Ouais, mais déjà ici, quand vous dites principe général, habituellement, les grands principes des lectures, vous les avez tous abordés dans les notes de cours, non? Oui, hein, mais il y a quelques petites choses, mais ça va pas être, la majorité de l'examen ne va pas être des lectures, ça c'est sûr. Comme c'est dans le fond pour savoir, pour la révision à l'examen, genre je comprends que pour les questions avec des lectures, tout ça, mais pour l'examen, est-ce que c'est suffisant de réviser les notes? Mais révisez les notes, faites vos pramapad, les exercices. Oh, Puis, ouais, ouais. Mais ça, on n'a pas besoin de relire les lectures. Genre, en termes de lecture, les notes, ça suffit. oui, oui. Vous devez, si vous avez fait les pramapad, j'assume que vous avez fait les lectures. Ça va de soi un peu. Ouais, mais comme les lire une fois, genre, on n'a pas besoin de les relire, de les apprendre ou de réviser avec, quelque chose comme ça. Non, de toute manière, il n'y a rien à mémoriser, étant donné que l'examen est complètement livre ouvert. Puis pour tantôt, la question de Félix, mon micro avait bug, j'ai pas compris. En gros, qu'est-ce qui va se passer à l'examen? Genre, qu'est-ce qu'on doit faire comme le matin? Mais sa question était plutôt de la surveillance. Donc, dans le fond, vous vous connectez à l'heure du cours qui est à 13 heures. Je ne sais pas si vous vous situez ailleurs, ça se peut que ce soit le matin pour vous. Mais je vais mettre un liaison, vous allez vous connecter. Puis, vous allez faire l'examen dans la durée accordée. Ok. Et est-ce que l'examen, on aura le droit de revenir en arrière ou une fois qu'on passe une question, c'est fini, on ne peut plus la réviser? Non, je pense que je vais la garder avec navigation libre. Ok, parfait. Merci. Dino? Dino, c'est-tu toujours la main levée depuis tantôt ou c'est une autre question? OK. Rabat? Okay. Moi, Manel? Non, c'est bon en fait. J'ai juste oublié de faire. OK, c'est bon. David? Ouais, moi juste j'avais une question, parce que là, pendant la correction de l'exercice, on avait mentionné l'épisage. Est-ce que c'est un concept qu'on va voir plus en détail sur les autres cours? Parce que j'ai vu qu'on en avait parlé au dernier cours, mais on va plus l'approfondir. Oui, on va plus l'approfondir après l'intro. Ok, et juste pour être sûr, les cours qui sont à l'examen, ce seront 1 à 6 inclus, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien. Marois? Ouais, j'ai 3 petites questions. Premièrement, est-ce que l'examen, ça va être comme Studium ou c'est un PDF, un Word? Ça va être Studium. OK. Deuxième question. Je viens de me rappeler. OK. Ouais. Le cours 7, c'est un cours de révision, c'est ça?
Dans le fond, le 25 mai? En gros, le cours juste avant l'examen. Oui, Ouais. le 25 mai. C'est quoi si on vient sur Zoom, puis c'est quoi à peu près le programme de ce cours-là? J'ai pas encore déterminé le programme de ce cours-là. Ça se peut que ça soit une séance comme aujourd'hui. Ah, OK, mais c'est pas un cours théorique de plus. Il n'y a pas un PDF de plus. Non. Pas un PDF. OK. OK, puis je voulais juste savoir, dernière question. Est-ce que si on check, par exemple, les Framapads ou bien l'exercice qu'on a fait maintenant, l'examen overall ressemblerait à tout ça? Ou c'est comme il y a des trucs plus faciles ou plus durs dedans? Ou c'est comme... Mais les Framapods sont plus reliés à vos lectures, puis sont plus pour vous faire... Précis. Ouais, sont plus précis, puis sont plus matière à réflexion. Je dirais plus aux exercices. OK. Fait que le document d'exercice qu'on avait fait, par exemple, ce serait à peu près dans ce style-là, l'examen. À peu près, oui. OK. C'est bon, merci. David, vous avez une autre question? Oui. Ouais, désolé. Juste concernant le tutorat, j'ai vu que vous pouvez s'inscrire au tutorat. Est-ce que c'est un peu trop tard là pour s'inscrire ou... J'imagine que non. Moi, c'est le département de biologie qui me le propose pour le cours, donc je vous laisse ça comme outil ou comme ressource pour vous. Mais remplissez le Google Doc et vous verrez, je sais qu'il y a une tutrice attitrée pour ce cours, donc j'imagine elle vous contactera lorsque vous remplissez le Google Doc ou si vous êtes... si vous voulez absolument avoir le tutorat, vous pouvez envoyer un email au département. C'est juste que moi, je ne suis pas supposée de partager les coordonnées de la tutrice avec vous. Ah, d'accord. Ok. C'est juste ça. Ok, je vais faire ça. Merci beaucoup. Okay, de rien. OK, donc s'il n'y a plus de questions, je pense que je vais demander à tout le monde de quitter pour que je puisse juste parler aux deux étudiants qui ont des questions personnelles, s'il vous plaît. Et je vais arrêter là. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Bon après-midi et profitez de l'extérieur.